Donc, du coup, je vous disais, donc, la process communication, concrètement, c'est 6 types de personnalités qui sont décrits avec leurs points forts, leurs points faibles et un mode de communication préférentiel, une façon de réagir au stress, etc., et des besoins psychologiques. Du coup, bah, moi, là, dans cette petite présentation, je vous propose c'est de vous spécifier les différents types de personnalités et puis bah, de vous inviter vous-même bah, à essayer de vous, identifier vos collègues, vos proches, etc. Voilà. Donc, avant de démarrer les présentations des différents types de personnalités, je me présente. Donc, moi, je suis Fanny Demey, je suis développeuse mobile alors, senior. Ça me fait toujours rire de dire senior, désolée. J'ai l'impression que ça fait vieille. Euh, je suis freelance à partir du 1er avril et c'est pas une blague. C'est pas forcément bon timing, mais c'est comme ça. J'ai préparé un petit slide juste à côté. N'hésitez pas à vous y connecter. Donc, j'ai mis, donc vous pouvez poser vos questions bah, soit dans le slide ou après, je suis un petit peu le chat en parallèle. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je vais essayer de suivre. Et puis, j'ai aussi mis sur le slide un petit sondage. Bah, voilà, l'idée, c'est au fil des présentations. Si vous vous reconnaissez dans différents profils, bah, n'hésitez pas à l'indiquer dans le sondage. Ça permet de bah voilà, voir la température, un petit peu les gens qui sont connectés ici, mais dans quel profil vous vous reconnaissez. Voilà, c'est parti. Pour vous parler des profils, ben là, je vous montre du coup qu'il y a 6 types de personnalités, je vous disais, et vous devez souvent vous dire, ben, en fait, on a l'impression que c'est une pyramide en fait, des personnalités. On n'est pas un seul type de personnalité, mais une combinaison des personnalités. Ce n'est pas aussi réducteur que l'astrologie, par exemple. Là, du coup, je vous ai décrit mon profil et on voit tout en bas, l'empathique, c'est ma base. La base dans la process communication, c'est le profil avec lequel je me suis construite enfant et comment j'ai grandi. C'est l'approche que j'aurai naturellement dans mes relations humaines. C'est ce qui me semble le plus familier. La base, en général, ne change pas dans une vie. Par contre, au-dessus, vous voyez bien qu'il y a toute une pyramide avec plus ou moins de similitudes. Moi, on voit que ma phase, par exemple, c'est persévérant. Et ça, bah, la phase, en fait, va évoluer au fil du temps dans la vie en fonction de changements professionnels, etc. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'avais été licenciée économiquement et donc, du coup, j'avais été un petit peu au chômage. Et bah, ma phase n'était plus persévérante, mais plutôt rebelle. J'avais fait preuve à ce moment-là de beaucoup d'imagination. Je testais plein de choses, mais je ne les finissais pas. Et puis, je m'en foutais, en fait. Voilà, donc à ce moment-là, du coup, le rebelle était redevenu un peu plus important dans ma personnalité. C'est pour vous illustrer le fait que les personnalités peuvent évoluer et qu'on peut faire changer cette pyramide, plus ou moins. Alors, pour vous présenter les différentes personnalités, plutôt que vous parler de moi ou de mes proches ou de mes collègues, je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés dans le doute, je vais plutôt vous parler de mes personnages de sitcom préférés. Alors, j'espère que vous les connaissez. Je vais utiliser Big Bang Theory, How I Met et Friends. Commençons par l'empathique. Et l'empathique par excellence que j'ai trouvé, c'est Lily Aldrin dans How I Met. L'empathique, ses points forts, c'est quelqu'un qui est chaleureux, sensible et compatissant. On le voit, c'est une personne qui va déborder d'émotions. L'empathique, ses caractéristiques, c'est leur capacité à donner de leur personne, à être attentif aux besoins des autres et doué pour créer l'harmonie. Un empathique va être très attaché aux sensations. Un empathique, par exemple, l'hiver, s'il fait froid et moche, va plutôt avoir tendance à déprimer. Au contraire, les premiers rayons du soleil, c'est quelque chose qui va lui faire du bien au moral. Ça, c'est vraiment une réaction typique de l'empathique qui est très sensible aux sensations, que ce soit sonore, etc., plein de choses. C'est aussi quelqu'un qui va prêter attention à la qualité des relations humaines et faire très attention aux autres. On le voit là dans cette petite image, pour ceux qui se rappellent de cet épisode d'How I Met. Je vous raconte les épisodes des séries au fur et à mesure, vous inquiétez pas, c'est normal. Dans cet épisode d'How I Met, on voit Lily, en fait, ce qu'elle a tendance à faire, c'est que dès que Ted a une petite copine, elle essaye d'imaginer comment serait leur futur, leur relation oui, je vais faire attention aux eux, mais désolée. Comment leur relation
va évoluer à l'avenir, en fait, en se projetant plus tard dans cette relation quand elle sera retraitée avec Marshall, avec le test du Porsche. Les points forts, les expressions des sentiments, pardon, chez Lily est aisée, enfin chez Lily, chez l'empathique, et l'utilise beaucoup pour communiquer. Donc chaque profil va avoir une question existentielle. La question existentielle de l'empathique, c'est « suis-je aimable ?» Différents profils vont avoir différentes questions existentielles. Celle de l'empathique, c'est « suis-je aimable ?» Il y a certaines personnes qui ont une question existentielle, qui ont besoin d'être reconnues ou d'être aimées pour leurs idées, pour leur charme, pour leurs actes, pour ce qu'ils ont accompli. L'empathique, lui, veut vraiment être aimé pour sa personne entière. Le mode de perception de l'empathique, eh bien, on le devine, en fait, c'est à chaque fois par le filtre de ses émotions et perçoit les situations, du coup, de cette manière-là. Un empathique va pas forcément réussir à dire non. Et on le voit également dans cette situation-là dans How I Met, où Lily n'arrive pas à dire un nom définitif à son ex-petit copain qu'elle croise tous les jours. Et du coup, Marshall, son mari, va l'entraîner à dire non en utilisant un petit cochon qui est super mignon. Et on voit qu'elle a du mal en fait à dire non parce qu'elle ne veut pas faire mal au cœur, même au petit cochon. Donc ça, c'est vraiment caractéristique. L'empathique a du mal à dire non parce qu'il veut faire plaisir, en fait. Comportement en équipe de l'empathique, c'est quelqu'un qui va créer, encourager les relations. Ce n'est pas la personne qui va se mettre en avant, c'est une personne qui va plutôt s'assurer que chacun se sent dans son élément, chacun se sent bien. Il va forcément faire volontiers le service, en fait. Les besoins psychologiques de l'empathique sont sensoriels, on l'a vu, on en a discuté un petit peu, et puis il a besoin d'une reconnaissance inconditionnelle pour ce qu'elle est, elle. J'en ai parlé aussi. Dans chaque profil, lorsque les besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, les personnes vont rentrer sous stress. Et donc, sous stress, il va y avoir des comportements typiques en fait, de chaque personnalité. Notamment, l'empathique, il va en faire trop. Il va se négliger d'ailleurs de manière un peu exagérée pour générer de l'empathie, générer du compliment. Et puis, il va avoir un comportement boulimique. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans le profil empathique? N'hésitez pas à compléter dans le slide ou à le dire dans le chat. Justement, Stéphane, tu dis ma femme, et statistiquement, dans les empathiques, il y a 75% des empathiques qui sont des femmes. Mais les hommes aussi, Erwan, il n'y a pas de souci. Continuons avec le travailloman. Et le travailloman par excellence dans les séries télé, c'est Monica Geller dans Friends. On le reconnaîtra bien avec son obsession du ménage et puis la manière dont elle va organiser le mariage de Phoebe. Où est le sondage? Est-ce que Fanny, tu peux mettre le lien vers le sondage, s'il te plaît? Je l'ajoute tout de suite. Merci. Alors, les points forts du travailloman, c'est une personne qui est logique, responsable et organisée. Ces caractéristiques, du coup, voilà, un inconditionnel de pensée logique. C'est quelqu'un de très cartésien. Le stéréotype du travailloman, je pense qu'on en a tous au boulot, c'est quelqu'un qui ne prend pas de vacances, en fait. Ou alors, cette personne, quand elle prend des vacances, c'est pour terminer des choses qu'il y a à faire à la maison, soit du bricolage, soit le potager. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des choses à faire. L'expression des sentiments du travailloman, on voyait tout à l'heure l'empathique, leur expression était aisée et à travers ses émotions. Chez le travailloman, c'est le contraire, en fait. Ils sont plutôt rares et d'ailleurs considérés comme inappropriés au travail. Là, ici, on voit cette situation dans Friends où Monica est organisatrice du mariage de Phoebe et le mariage l'organisation est timeboxée, elle a un micro-casque, etc. Et là, c'est son discours où elle lui dit non, arrête avec 2 minutes. Et ça va générer en fait une situation de mécommunication, comme on dit en process communication, parce que justement, Phoebe, vous allez voir tout à l'heure, elle n'est pas du tout travailloman et du coup va rentrer sous stress par rapport à cet échange avec Monica. La question existentielle, c'est « suis-je compétent ?» Le travailloman a besoin d'être reconnu par ses pairs. Un exemple également ici dans Friends, peut-être que vous rappelez également,
Monica va vraiment souffrir psychologiquement quand elle va avoir un nouveau boulot dans un restaurant. Elle ne va pas être reconnue par ses pairs tout de suite. Ils vont d'ailleurs se moquer d'elle, etc., la bisuter. Et ça, c'est un réel stress chez le travaillomane, de ne pas être reconnu pour ses compétences. Le mode de perception des travaillomanes, c'est de catégoriser les gens et les choses. Le travaillomane va mettre des étiquettes. C'est hyper caractéristique dans les séries télé. Justement, on voit que Monica a une label maker. Je ne sais pas si vous voyez également dans The Big Bang Theory, Sheldon est aussi pour moi un travaillomane. Et lui aussi, en fait, il a une label maker. Alors, dans les séries télé, les personnalités sont toujours tirées vraiment à l'extrême, mais c'est quand même caractéristique. Le comportement en équipe, le travaillomane, il va rechercher l'information et va privilégier du coup une relation à deux qu'une relation en groupe, parce qu'elle va être beaucoup plus efficace pour lui récupérer des informations pour pouvoir avancer ensuite. Les besoins psychologiques du travaillomane, c'est la reconnaissance pour son travail et sa compétence, comme je le dis depuis tout à l'heure, et puis la structuration du temps. Sous stress, du coup, le travaillomane ne va pas forcément tout de suite rentrer dans un mécanisme de stress négatif si ses besoins ne sont pas satisfaits, puisqu'il va pouvoir aussi satisfaire ces besoins-là dans le domaine du personnel, du perso. Comment puis-je avoir accès au chat? Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne va pas être satisfait de ses besoins psychologiques, un travaillomane au boulot où il ne va pas satisfaire ses besoins. Dans le perso, peut-être qu'il va faire beaucoup de bricolage, beaucoup de jardinage, etc. Et ça va lui suffire, en fait. Donc, il ne va pas rentrer tout de suite sous stress. Alors Fanny, je te coupe juste une seconde pour répondre à Oran qui demandait où est le chat. Oran, c'est à l'endroit où tu es en train d'écrire, donc tu es au bon endroit. Tu peux envoyer tes questions directement là-dessus. En fait, soit tu peux masquer tes questions pour qu'on soit les seuls à les voir, ou bien tu peux les afficher pour toutes les personnes présentes. Et je te laisse poursuivre, Fanny. Oui. Donc, sous stress, le travaillomane va tenter d'être parfait et va se surcharger. Un travaillomane sous stress, c'est une genre de personne qui va ouvrir des parenthèses dans des parenthèses, qui va donner beaucoup trop d'informations, qui va surqualifier. Donc là, on voit également Monica dans un épisode qui aspire l'aspirateur et ensuite elle cherche l'aspirateur pour aspirer l'aspirateur qui aspire l'aspirateur. Voilà, ça doit vouloir dire quelque chose que j'ai dit. Qui se reconnaît dans le profil travaillomane? N'hésitez pas à compléter aussi ou à parler dans le chat. Ah non, mais Stéphane, je vais recommencer à dire eux. Alors, le rebelle. Le rebelle par excellence, c'est Phoebe. Phoebe, on le voit tout de suite en fait que c'est une rebelle, rien que par ses chansons. Si vous connaissez tous, Tu pues le chat. Voilà, c'est hors norme, c'est dans l'originalité. Les points forts du coup du rebelle, c'est la spontanéité, le côté créatif et le côté ludique. Pour le rebelle, il faut que ça soit amusant, il faut que ça soit stimulant. Une session de travail avec un rebelle, ça va être ponctué de blagues toutes les 10 minutes. C'est quelqu'un qui fait sourire et auquel on stimule beaucoup le côté enfant. Et c'est aussi une personne débordante d'idées. Les caractéristiques, du coup, voilà, capacité à jouer et à apprécier l'instant présent en mode carpe diem. L'expression des sentiments, mais on se doute, pour le rebelle, l'expression des sentiments est aisée et sortent de manière très spontanée. La question existentielle, du coup, c'est suis-je acceptable et toujours en se demandant jusqu'où je peux aller, en fait. Quelles sont les limites de mon acceptabilité. Ici, on le voit justement, Phoebe qui va chanter ses chansons qui sont pour le moins originales devant le restaurant hyper chic de Monica. Et ça va encore générer un problème de communication entre les deux, puisque du coup, là, elle est allée un petit peu trop loin dans l'expression de sa personnalité. Le mode de perception des rebelles, c'est des gens qui vont réagir en aimant ou en détestant. Et puis, contrairement à l'empathie, qui vont s'arrêter là, en fait. J'aime ou j'aime pas, et puis c'est tout, en fait. Je passe à autre chose et la vie continue. Le comportement en équipe, c'est une personne qui va aimer l'ambiance de groupe. C'est pas la personne qui va créer le contact, mais par contre, elle va saisir chaque opportunité de venir s'amuser, de vivre le moment
et de faire des blagues, ce genre de choses. Le besoin psychologique, j'arrête pas de le dire, vous l'avez compris, c'est le côté ludique, il faut que ça soit amusant. Dans Friends, justement, on voit Phoebe qui va faire un footing avec Rachel, et pour Phoebe, faire un footing, c'est chiant, alors que faire un footing en courant comme une débile, j'ai envie de dire, ben, c'est beaucoup plus amusant. Sous stress, le rebelle va essayer d'obtenir la dose de contact dont il a besoin en blâmant, en se plaignant, en provoquant et en choquant. N'hésitez pas, si vous reconnaissez dans ce profil-là, pareil, vous pouvez le dire dans le chat, vous pouvez remplir le sondage à côté. Et on continue du coup avec le persévérant. Et le persévérant que j'ai identifié dans les séries télé, c'est Marshall. Marshall, justement par rapport à son impact, en fait, son choix professionnel et puis sa façon d'être dans la vie sociale également. On le voit, Marshall, justement, il veut devenir avocat dans le domaine de l'environnement parce que c'est une cause qui lui est chère. En général, le persévérant, c'est des gens justement qui ont, qui sont engagés, qui ont vraiment des valeurs, qui vont essayer de défendre, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel. Donc, les points forts justement du persévérant, c'est quelqu'un d'engagé, d'observateur et de consciencieux. Les caractéristiques, c'est quelqu'un qui va aimer exprimer ses opinions, pouvoir partager ses convictions et ses jugements. Là aussi, on le voit rien que par son métier, Marshall, il est en plein dans le mille. L'expression des sentiments, c'est un peu comme le travail elles sont réservées et considérées comme inappropriées. Pour autant, ça cache une grande sensibilité derrière cette personnalité-là. Le persévérant, il est très similaire au travail-man, avec vraiment en plus le côté, engagement. Souvent, les persévérants, ça va être des gens qui vont être engagés dans l'association ou à une cause qui leur est chère. C'est aussi, alors ça, c'est aussi ce que j'ai pu lire et ce que je peux aussi voir au quotidien, notamment parce que moi, mon mari est persévérant. Souvent, c'est des gens qui ont des attraits aux racines et à l'histoire, alors qu'il y a des gens qui vont être passionnés justement d'histoire, de généalogie et ce genre de choses. La question existentielle, c'est suis-je digne de confiance? C'est vraiment ce qui va... Ce qui va être très important pour le persévérant. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut le reconnaître pour ses opinions? Paradoxalement, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à accorder sa confiance. Mode de perception, ça va être de juger et d'évaluer les gens en fonction de ses propres opinions. C'est quelqu'un qui va avoir un haut niveau d'exigence autant pour les autres que pour lui-même. Et le comportement en équipe, on a trouvé la personnalité justement qui en équipe va prendre les devants et va prendre les commandes. Et pourquoi? Parce que ça va permettre d'échanger ses opinions et c'est encore mieux si le persévérant peut montrer à la fin qu'il avait raison. Les besoins psychologiques du persévérant, c'est d'agir selon ses convictions et d'être reconnu pour son travail et pour sa contribution. Sous stress, s'il n'est pas reconnu pour ses convictions, ses opinions, etc., il va rentrer sous stress et va se focaliser sur les erreurs des autres et va devenir de plus en plus rigide. Voilà, donc c'est ce que je disais. Moi, par exemple, j'ai eu un entraîneur au volley qui était persévérant et il pointait toujours du doigt ce que je faisais mal, même si j'avais réussi. Par exemple, une fois, j'ai marqué un point. Et puis, au lieu de me dire, c'est bien, Fanny, tu as marqué le point, il me dit, tu aurais pu le marquer de telle façon. Voilà, c'est un peu ce genre de personnes qui vont à chaque fois pas vous faire un compliment, mais plutôt pointer le truc que vous avez mal fait ou vous dire que vous auriez pu le faire autrement. Qui se reconnaît dans ce profil? N'hésitez pas, pareil, à remplir le sondage, ça sera rigolo de voir à la fin la répartition de cette audience. Avant-dernier profil, le promoteur. Et là, il y a un gros cliché dans les séries télé. C'est Barney Stinson. Le promoteur, ses points forts, c'est quelqu'un qui est adaptable, persuasif et charmeur. Le cliché du promoteur, voilà, c'est quelqu'un qui va être bronzé, qui va avoir un beau look, un peu un côté un peu sportif, etc. Et qui va avoir un attrait
ses plaisirs dans la vie, ça va être des objets de luxe, des vêtements un peu classe, la vitesse, le jeu, les sensations, l'adrénaline. Ce qui va irriter au contraire le promoteur, ça va être l'expression des sentiments et la dépendance. Souvent, le promoteur, en fait, c'est quelqu'un qui va dire « je me suis fait tout seul ». Les caractéristiques du promoteur, du coup, c'est une capacité d'être ferme et direct. Avec le promoteur, ça va vite. L'expression des sentiments chez le promoteur, justement, elle est rare et plutôt considérée comme un signe de faiblesse. La question existentielle, c'est suis-je vivant? Et le promoteur va sans cesse agir pour provoquer de l'action et de l'adrénaline pour se prouver qu'il est vivant. Et on le voit très bien en fait dans How I Met avec les challenges accepted de Barney, ou alors je ne sais plus comment s'appelle son livre, c'est pas le Bro Code, c'est l'autre. Je ne sais plus. Si vous le savez, aidez-moi. Mais voilà, c'est très caractéristique de Barney Stinson. Le mode de perception, ça va être orienté vers l'action. Vous voulez faire bouger un promoteur, donnez-lui un défi et les moyens pour le relever, et il va être au volant de sa voiture préférée pour partir et relever le défi. Comportement en équipe, en général, le promoteur va préférer agir seul et il va être en groupe juste uniquement pour l'action plutôt que pour la discussion. Pour autant, c'est quelqu'un de très sociable, le promoteur. Il va facilement se faire des amis un peu partout, mais pour autant, il va pas forcément garder les amitiés sur le long terme. Voilà, il y arrive quelque part, il est très sociable, il se fait des amis, il discute, et puis ensuite, il vit sa vie et continue à aller vers l'action. Les besoins psychologiques du promoteur, c'est l'excitation, l'action, voilà, j'arrête pas de le dire, les défis, la nouveauté et les résultats rapides. Et sous stress, donc quand ces besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, il va semer le trouble, manipuler, et un peu comme, voilà, il va essayer, un peu comme le rebelle, essayer d'avoir sa dose d'adrénaline, pareil, mais de manière négative. Enfin, dernier profil, le rêveur. Et c'est pas évident de trouver le rêveur dans les séries télé, puisque comme son nom l'indique, c'est une personne qui est un peu plus en retrait. Et le rêveur que j'ai identifié, c'est dans Big Bang Theory, c'est Stuart. Donc le rêveur, ses points forts, c'est une personne qui est réfléchie, imaginative et calme. C'est quelqu'un qui va rechercher peu l'interaction et qui a une vie intérieure très intense. C'est quelqu'un qui s'exprime très peu, mais en revanche, quand vous allez un peu plus en profondeur dans des échanges avec ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces gens font preuve d'une écoute très profonde et très attentive et très réfléchie en fait. Les caractéristiques, du coup, je vous le disais, doué pour l'introspection et pour l'analyse des personnes et des situations. Et c'est quelqu'un qui va aimer les tâches concrètes. Pourquoi? Parce que quand on fait une tâche concrète, ça laisse libre cours à notre esprit pour divaguer, pour penser et pour pouvoir s'éloigner. L'expression des sentiments, sans doute, elles sont rares, voire inexistantes. La question existentielle du rêveur, c'est suis-je voulu? Le rêveur, ce n'est pas lui qui va prendre l'initiative dans un échange. Pour autant, si vous lui montrez de l'intérêt, si vous l'invitez justement là dans Big Bang Theory, ce qui est assez caractéristique du rêveur, c'est qu'on voit très bien que Stuart veut faire partie du groupe, mais pour autant, il ne s'impose pas. Il attend que le groupe lui montre de l'intérêt, et à chaque fois, on voit que ça le satisfait et que ça lui fait du bien. Voilà. Son mode de perception, il ne va pas prendre les initiatives, il va par contre réagir aux éléments extérieurs. C'est une personne qui, voilà, quand vous allez aller vers elle, vous allez interagir avec elle, tout va bien se passer. Par contre, ce n'est pas la personne qui va prendre l'initiative. Les rêveurs sont des personnalités qui sont difficiles à identifier parce que justement, pour pouvoir protéger leur intimité, vont souvent avoir une posture un peu avoir une sorte de couverture en fait et essayer de mimer en fait les caractéristiques des autres personnalités pour pouvoir assurer leur tranquillité. Donc, par exemple, un rêveur va pouvoir va pouvoir montrer qu'il est empathique pour s'assurer derrière sa tranquillité. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Le comportement en équipe, donc attitude réservée.
Les besoins psychologiques, le rêveur, il a besoin de temps et de solitude. Sa solitude, elle est remplie de méditation et de laisser libre cours à son imagination. On a tous les types de personnalités ont une solitude qui est remplie de différents types de pensées. L'empathique, par exemple, sa solitude est remplie de pensées, de sentiments au sujet des autres. Le travailloman et le persévérant, leurs solitudes sont remplies de réflexions sur leurs projets à traiter, etc., sur leurs opinions, à essayer de travailler leurs arguments pour le persévérant, par exemple. Pour le rebelle et le promoteur, il n'y a pas vraiment de solitude. Souvent, c'est très, très rythmé, très bruyant. C'est une solitude qui paraît très bizarre en fait pour les autres personnalités. Mais du coup, le rêveur, sa solitude, voilà, elle est vraiment remplie de méditation, de prise de recul. Sous stress, le rêveur, il va mener plusieurs travaux en même temps, sans les mener à terme. Et puis, il va se mettre encore plus en retrait pour pouvoir soi-disant, se protéger. Et il va donner encore moins d'informations sur lui-même et sur ce qu'il ressent. Donc là, on a vu les 6 types de personnalités. N'hésitez pas, pareil, si vous êtes rêveur, n'hésitez pas à le partager dans le chat et puis à le mettre dans le sondage. Comment savoir sa base, Karen? Il faut surtout que tu penses qui tu es depuis l'enfance, en fait. Comment tu t'es construit. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma base. Parce que j'ai toujours eu ce genre de réaction très empathique depuis que je suis enfant. Donc maintenant, je vais vous montrer les différents canaux de communication qui existent, qui sont documentés dans la process communication. Je vais aller assez vite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc le premier canal de communication, oui, je partage les slides après, Oran. Le premier canal de communication, c'est interruptif. C'est le canal à utiliser dans un échange où il y a une perte de contrôle, une anxiété, une peur. Et il est typiquement à base de phrases comme « respire-toi »,« calme-toi »,« écoute-moi »,« regarde-moi ». Il va utiliser les 5 sens, le ton, l'attitude, etc. Il est, dans le cadre professionnel, très peu utilisé. Par contre, il est utilisé et à utiliser par tous les types de personnalités. Ensuite, le canal directif. Moi, je l'appelle le canal « vos papiers d'identité », s'il vous plaît. Voilà, comme son nom l'indique, le but, voilà, c'est d'obtenir une réaction immédiate. C'est le canal qui est très apprécié par le promoteur, justement, puisqu'elle elle génère de l'action derrière, et puis elle est efficace. C'est également un canal de communication qui est très bien accepté par le rêveur, qui va, comme je vous le disais, réagir très positivement aux impulsions extérieures. C'est un canal qui convient moins au rebelle qui va ressentir de la frustration puisqu'il ne va pas pouvoir exprimer son humour ou sa créativité. Et pareil pour l'empathique, ça va paraître un peu agressif. Le persévérant, le travailloman, ils vont l'accepter de manière assez simple. Pourtant, ce canal, il est peu utilisé dans le quotidien. Parce que justement, il y a un peu une relation qui se crée de dominé-dominant. Alors, je n'arrive plus à changer mes slides. Voilà. Le canal réconforteur, c'est le canal qui est à base d'émotions. Alors, on se doute, c'est le canal privilégié par l'empathique. Il est chaleureux, nourricier. C'est des phrases comme « c'est important que tu sois là avec nous »,« j'apprécie de travailler avec toi ». Beaucoup de compliments, en fait, dans le but de mettre en valeur son interlocuteur. Donc celui-là, il est privilégié, il est pour l'empathique et il est très utilisé par l'empathique. Il peut sembler futile, justement, au travailloman ou au persévérant, parce que ça peut sembler comme une perte de temps, en fait, d'avoir ce genre de conversation. Enfin, moi, le canal que j'appelle le canal OK Google, c'est le canal interrogatif informatif. Merci à mon Google Home qui se met en route. Voilà. Donc, tout simplement, il est à base de questions-réponses. C'est le canal à privilégier au travail. C'est le plus efficace. Pour autant, ceux qui vont le mieux réagir, c'est le travailloman et le persévérant parce que ça leur permet soit d'exprimer leur opinion, soit le travailloman de récupérer de l'information pour gagner en efficacité derrière.
Pour autant, il va sembler un peu inhumain, enfin déshumanisé plutôt, pour les empathiques et également pour le rebelle, puisque pareillement, il ne peut pas exprimer sa créativité. Et enfin, le dernier canal de communication, c'est l'émoteur. C'est le canal de communication du rebelle. Il est à base d'expressions comme des waouh, des génial, des expressions très, très spontanées et qui vont laisser part à la part ludique et la part enfant de chacun d'entre nous. Donc, utilisé essentiellement par le rebelle. Donc, pour conclure, je n'ai pas changé l'ordre de mes slides, ça n'a pas fonctionné, donc je vais vite zapper. Si c'est bon à peu près. Donc, première partie de conclusion. Donc, vous voyez dans les différentes situations que je vous ai présentées, dans les différentes séries télé, il n'y a qu'un pas en fait de la communication à la mécommunication. Un seul mot parfois et ça dérape, et puis les personnalités rentrent sous stress. Vous verrez, si ça vous intéresse, je vous incite à continuer de découvrir la process communication qui va exprimer encore plus les différents leviers pour pouvoir reconnaître les situations où les gens rentrent sous stress, pour pouvoir essayer de désamorcer dès le départ avant que la personne rentre réellement complètement sous stress et que ce soit trop compliqué de rentrer dans un dialogue. Donc ça, voilà. Pour terminer, du coup, souvent on me demande est-ce que c'est une bonne situation, ça, empathique? Et à chaque fois, je réponds vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes situations. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais profils. Ce qui est intéressant dans la process communication, c'est surtout de savoir se reconnaître soi. Et puis, vous avez vu, chacun a une pyramide des personnalités. Donc, c'est aussi savoir potentiellement jouer avec les personnalités avec lesquels on a le plus de similitudes pour pouvoir essayer de s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face. Sans mettre des gens dans des cases, le titre que j'avais mis en première slide était caricatural, et sans se suradapter, surtout pour les empathiques, ne faites pas la suradaptation, pensez aussi à vous. Et voilà, sans cataloguer les gens. Et enfin, souvent on me demande aussi, mais du coup, c'est quoi la Dream Team au travail? Est-ce qu'il faut plus avoir des empathiques ou des rebelles? Souvent, moi, j'ai envie de dire que le mieux, en fait, c'est d'avoir une combinaison un peu de toutes les personnalités pour pouvoir tirer profit de chacune des personnalités. Après, concrètement, si on réfléchit un peu plus, selon la typologie de votre projet, peut-être parfois aussi, s'il y a des gens ici qui font du recrutement, peut-être si par exemple vous êtes sur un projet où la sécurité est super importante, ça peut être intéressant d'avoir davantage de gens dans l'équipe qui sont travaillomanes. Ou alors, si vous êtes sur un projet sur lequel il faut beaucoup communiquer, aller à l'extérieur et puis essayer d'aller chercher des prospects, d'aller vendre le produit, prendre plutôt des promoteurs, etc. Un projet où il y aura beaucoup d'imagination, où il faudra faire part de beaucoup d'imagination, prendre des profils rebelles, par exemple. Voilà, si vous voulez aller plus loin, voilà, moi je vous ai partagé ma compréhension de la process communication. N'hésitez pas à aller lire, moi j'ai lu tout ça dans Comment leur dire de Gérard Collignon. C'est un livre super facile à lire, super intéressant, et profitez de cette période de confinement pour prendre un peu ce temps-là, pour prendre du recul. Merci à vous. Merci beaucoup Fanny, c'était super intéressant.